François Laurent, bonjour. Merci de faire l'amitié à cherclient.tv de venir présenter le livre que tu as écrit et publié il y a très peu de temps. C'était quand? C'était juste en fin du printemps. Fin du printemps 2008. Donc c'est un livre qui s'appelle Marketing 2.0 et en sous-titre L'intelligence collective. Alors, pour que nos auditeurs comprennent qui tu es, en 2 mots, un petit rappel sur ta carrière et en même temps tes fonctions actuelles. Alors, j'ai une carrière qui est assez longue. J'ai commencé dans la publicité comme chef de pub, responsable de planning stratégique dans le groupe Havas. Ensuite, j'ai travaillé au Credum, c'est-à-dire en agence média où j'ai développé des approches qualitatives. C'est l'occasion de mon premier livre d'ailleurs sur les climats de lecture. Ensuite, j'ai travaillé pendant plusieurs années à développer Millward Brown, qui est un institut d'études anglais en France, où j'ai fait beaucoup d'études de tracking publicitaire. Et puis, j'ai terminé cette partie d'employé chez Thomson, où j'ai passé 10 ans responsable d'études, et ensuite Consumer Insight et Prospective Marketing sur différents projets au niveau mondial. Et depuis 2 ans, je suis directeur de Consumer Insight, qui est une structure de conseil. Et parallèlement, je suis coprésident de l'ADTEM, qui est l'Association nationale du marketing. Et je blogue un petit peu, au travers notamment d'un blog qui s'appelle marketingisdead.net et un deuxième qui s'appelle intelligencecollective.info. Très bien, ça semble effectivement complet. On ressent un côté un peu provoque dans le Marketing is Dead. On y reviendra peut-être un petit peu. Mais alors, sur ce livre, le Marketing 2.0, quel était ton objectif quand tu as écrit ce livre? Alors, l'objectif, ou du moins la raison qui m'a poussé un peu à écrire ce livre, c'est que fondamentalement, j'ai l'impression que notre société change et que ceux qui s'en aperçoivent le moins, ce sont les gens de marketing. Donc il s'agissait quand même de montrer du doigt et de tirer un signal d'alarme pour dire arrêtez de faire le marketing comme vous l'avez appris dans les écoles, c'est complètement obsolète, il y a quelque chose à réinventer parce que la société a changé. Alors, pourtant, beaucoup de blogs sur le marketing 2.0, sur le web 2.0, qui laissent entendre que le consommateur a vu son influence grandir, son rôle être accru. Il y a des débats, bien entendu, dans les entreprises pour savoir comment résister ou comment utiliser, comment tirer parti. Dans la première partie de ton livre, tu reviens sur les fondamentaux du marketing, sur l'histoire du marketing. Grosso modo, qu'est-ce qui a changé alors par rapport à ça? Alors, ce qui a changé par rapport à ça, en fait, je crois qu'il y a eu un changement fondamental, et c'est pour ça qu'à la limite, je parle des fois de civilisation 2.0, pour faire simple. Grosso modo, pendant des années, je dirais pendant à peu près un siècle, pendant finalement tout ce qu'a vécu le marketing, puisque le marketing est né des lessiviers aux USA et s'est implanté quand les lessiviers se sont implantés dans le monde entier. La première notion de marque remonte à Procter & Gamble, quand, après la guerre de sécession, Procter a voulu continuer à vendre ses produits aux anciens soldats, et il les appelait Ivory Soap. C'était la première marque de savon au monde. À l'époque, et encore il y a 10 ans, le schéma était toujours le même. Il y avait une marque qui communiquait, qui décidait de tout, qui préparait des produits et qui les vendait à des consommateurs. Point. Les consommateurs avaient le droit d'acheter ou de ne pas acheter, mais c'était à peu près le seul droit qu'ils avaient. Ça a été... ensuite, il y a eu différentes étapes. Alors, au début, c'était simple, on faisait des produits, Procter faisait des produits, il ne se posait pas trop de soucis, ça devait fonctionner, et il les vendait. Et puis, les gens ont fait des voitures, Ford a fait des voitures, c'est pas trop posé de soucis, ça se vendait. Arrivé un moment où les gens commençaient à réfléchir parce qu'ils se sont aperçus qu'ils étaient assez nombreux à faire des voitures, des frigidaires, des machines à laver, et finalement, il fallait essayer d'en vendre plus que les autres ou de faire en sorte que les consommateurs achètent ces produits au minimum, peu importe s'ils en achetaient d'autres. Et donc, on a commencé à essayer de comprendre les attentes des consommateurs pour voir si on pouvait différencier les produits. Grosso modo, qu'est-ce qui fait qu'un client va venir acheter ma voiture? Si je vends des Simca, c'est parce que c'est une voiture plutôt féminine, plutôt sympathique, etc. Si je vends des Peugeot,
Ioannis le disait dans son livre, ça renvoie plutôt à l'époque une image de paysan, comme quoi les choses peuvent un peu évoluer. Et ça, c'était donc le marketing de la demande, où on a essayé de bien cerner le consommateur, ses attentes. Et puis petit à petit, on a affiné les produits. Ça, c'était jusque dans les années 80. Un problème s'est posé quand on s'est aperçu que finalement, les produits ont évolué de façon à être à peu près tous standardisés et de même qualité. À partir des années 80, plus grande différence entre des voitures d'entrée de gamme, plus grande différence entre des voitures de moyenne gamme. Elles sont toutes aussi fiables, tout aussi qualitatives. Donc, on est passé d'un marketing et une communication qui vendait des produits pour des qualités, des caractéristiques différentes, à un marketing qui allait vendre des produits qui allaient changer l'image que le consommateur avait lui-même. En fait, d'un point de vue sémiotique, on a arrêté de signifier le produit, on a signifié le consommateur. C'est ce que Baudrillard a dénoncé d'ailleurs, lorsqu'il a dit on n'achète plus des produits, on achète des signes sociaux. Donc tout ça a bien fonctionné, et jusqu'à la fin des années 90. Pourquoi? Parce que le consommateur n'avait toujours pas d'autre droit que d'accepter ce qu'on lui proposait. Et puis, début des années 2000, ils se sont passés deux révolutions. Première révolution, que j'appelle la révolution Web 1, même si on ne parlait pas de Web 1, c'est lorsque les consommateurs ont commencé un peu à s'approprier le web et à comprendre que ça pouvait leur servir dans leur démarche quotidienne. Comment? C'est tout bête. À l'époque, j'étais responsable Consumer Insight chez Thomson, et tous les ans, on interrogeait des consommateurs et on leur demandait comment vous faites quand vous achetez une machine à laver, comment vous faites quand vous achetez un téléviseur, etc. etc. Machine à laver, non pas qu'on en vendait, ça fait 25 ans que Thomson n'en vendait plus, mais simplement pour comprendre un peu le contexte de l'équipement du foyer. Un musée, c'est simple, quand on achète un téléviseur, on va à la FNAC, on prend le catalogue de la FNAC, on a les comparaisons, et puis ensuite on se fait une idée, on demande 2-3 conseils, on va acheter. En 2002, ils m'ont dit, bon non, on ne fait pas ça. On va sur Google, on regarde 2-3 références qu'on a vues comme ça en magasin, on voit les prix, on voit les différences techniques. Une fois qu'on s'est fait une opinion, éventuellement on discute avec 2-3 copains, on va chez Darty, on dit monsieur Darty, je veux ce truc-là, à ce prix-là. Et si Darty sait nous amener sur autre chose, on lui dit c'est pas la peine, on sait que tu as une gueule et que tu vas gagner plus si tu vends ce produit-là, mais c'est celui-là qu'on veut. La donne avait complètement changé. Et c'est ce que j'appelle l'empowered consumer. Les marques ont eu du mal à s'en remettre. Et à peine elles commençaient à reprendre leur marque à nouveau, si je peux me permettre, le jeu de mots, que deuxième révolution, le Web 2, donc ça c'était 2003-2004, où les consommateurs ont commencé non plus à chercher l'information sur le web, mais à produire de l'information. Sur des blogs, sur des wikis, sur des forums, mais de façon totalement informelle, en mettant des posts, des avis sur les sites marchands, etc. Et donc du coup, on s'est trouvé avec des marques qui continuaient à communiquer de façon verticale, et puis les consommateurs qui s'en foutaient complètement, qui communiquaient de façon horizontale entre eux, disaient « Tiens, t'as vu telle marque, ils disent ça, ouais, non, mais je sais, ils font ça. T'as vu Nike, ils sont bien leurs dernières chaussures, oui, t'as vu, c'est les petits-enfants qui les font en Chine, etc., etc., etc. » Et la seule façon pour les marques de renouer le dialogue avec les consommateurs et de pouvoir évoluer, c'est d'arrêter de les regarder de haut, de venir à leur niveau et de commencer à discuter avec eux, non seulement pour communiquer, pour leur vendre des produits, mais aussi pour créer les produits avec eux. Et un des plus beaux exemples, c'est par exemple Lego. Lego était une marque qui a complètement raté le passage au web. Quand ils ont vu que tout le monde voulait des jeux électroniques, ils se sont dit « Mais plus personne ne va vouloir des petites briques, on va faire des jeux électroniques. » C'était un désastre monstrueux. Ils ont manqué de faire faillite à cause de ça. Donc, ils se sont recentrés sur la brique. Sauf que Lego ne vend pas des briques. Lego vend des jouets que les enfants construisent. On ne va pas dans une boutique acheter une brique ou des briques et puis construire. On achète une solution complète. Et puis, lorsque les enfants ont 3, 4, 5, 6 boîtes de Lego, là, ils commencent à tout mélanger et puis reconstruire autre chose, à créer. Et ils se sont aperçus que finalement, ceux qui avaient les meilleures idées pour créer de nouveaux ensembles, c'était les enfants. Ouais. Et donc,
Maintenant, ce qu'on achète dans le commerce, ce sont des choses qui sont pré-construites par des enfants. Et c'est ça l'évolution du marketing. Alors, c'est vrai que le marketing, ça a été au départ de la mise en musique de produits qui étaient le résultat de savoir-faire d'entreprise. D'un côté, on fabriquait et après, on vendait. Là, on est en train de parler d'un phénomène inverse qui est j'observe et j'étudie les attentes et je vais fabriquer le produit attendu. Est-ce que ça marche pour tout? Ou est-ce que ça marche que pour certains secteurs d'activité? Moi, il y a un cas qui m'avait frappé, c'était le cas de Graphoplex. Les machines et les règles à calcul que tous les lycéens utilisaient pour faire des logarithmes, etc. Voilà une entreprise qui avait 100% d'un marché presque total. C'est-à-dire que tous les lycéens avaient l'obligation d'avoir une machine à calcul, enfin une règle à calcul Graphoplex. Et puis soudain, en l'espace d'un an ou de 2 ans, la calculatrice électronique a été autorisée et plus personne n'a acheté de Graphoplex et on n'en voit plus nulle part. À tel point que les étudiants d'aujourd'hui ne savent même pas ce que c'est qu'une règle à calcul. Voilà des gens qui ont sans doute pu mesurer ce risque, mais qui n'avaient pas le savoir-faire pour fabriquer les calculatrices. Parce que faire glisser des bouts de plastique, c'est pas la même chose que d'intégrer des composants électroniques. Donc, est-ce que... Alors, autre sujet, c'est pour concevoir un véhicule automobile, il faut du temps. Or, aujourd'hui, les mœurs changent, les goûts changent rapidement. Si j'ai besoin de 5 ans pour fabriquer un nouveau produit et que les gens changent de goût tous les 2 ans, je vais avoir du mal à m'adapter parce que je vais toujours arriver en retard. Donc est-ce que c'est pas un peu ça aussi qui a conditionné les entreprises à fabriquer des produits et tenter de les pousser, quand bien même ils ne correspondaient plus exactement à la demande du moment de la sortie? Oui. Alors, c'est amusant parce que, en fait, je crois que l'automobile, aussi paradoxal que ce soit, est exactement aujourd'hui dans l'exemple des produits, entre guillemets, fabriqués par le consommateur. Je m'entends. Si on considère que le rôle du marketing, c'est de donner du sens à un produit fait par des ingénieurs. Si on prend la Logan n'a pas été achetée dans le sens où les fabricants de la Logan pensaient, où les marketeurs l'ont positionné, puisqu'en définitive, c'était un produit pour le tiers-monde. C'était un produit pour pouvoir répondre à une demande qui, évidemment, apparaissait évidente. Et d'ailleurs, je lisais aujourd'hui encore un article sur Carlos Ghosn. Carlos Ghosn considère le monde comme son champ de bataille, et surtout pas la France. Bon. Et en fait, la Logan est revenue en France, et un succès gigantesque. C'est exactement comme les SMS sur lesquels personne ne pariait, et en fait, les enfants ont fait le succès du SMS. Donc, on voit bien que, en fait, il ne s'agit pas d'être à l'écoute du consommateur, parce que le consommateur, il n'a rien à dire souvent. Il s'agit de faire des choses main dans la main avec lui, et de voir comment finalement le consommateur qui a des besoins en matière d'automobile peut-être un peu simples, on peut avancer avec lui. Comment les gens qui ont des besoins de communication asynchrone, parce que c'était ça le problème des SMS, on peut avancer avec eux. Un gars comme Pierre Bélanger, donc en effet, qui a signé ma préface et qui est un ami, il ne s'est pas posé trop de problèmes le jour où il a vu les premiers blogs aux USA. Il s'est dit, tiens, il y a un truc à faire qui pourrait rendre service aux gamins et on pourrait dialoguer entre nous. Donc il avait la volonté de renouer le dialogue avec ses auditeurs. Il a mis sur la table un produit. Finalement, les ados l'ont détourné, en ont fait autre chose, etc. Et ensemble, à la fois Skyrock et les adolescents ont construit cette plateforme gigantesque qui est devenue Skyblog, donc qui s'appelle Skyrock puisque Murdoch leur a fait un procès, il voulait que ça s'appelle Sky. Mais c'est extrêmement puissant. Et ça, c'est parce qu'il y a une alchimie qui s'est faite entre celui qui propose et celui qui dispose. Alors, est-ce qu'on n'est pas aussi en train de constater une chose, c'est peut-être pas la faillite du marketing, c'est la faillite
partielle de l'idée que le marketing est omniscient et omnipuissant et qu'on maîtrise bien les phénomènes. Est-ce que c'est pas aussi, du point de vue français, d'un marketing qui n'a pas été jusqu'au bout de la démarche américaine, c'est-à-dire d'un marketing trop peu scientifique? Est-ce qu'on n'a pas en France un marketing d'idées, de principes, de bon sens amélioré, d'observation et d'enquête, alors qu'on a depuis longtemps aux États-Unis un marketing qui est beaucoup plus mathématique, où on a de la mise en équation de comportement, et on peut se tromper aussi. Mais est-ce qu'en fait, c'est pas parce qu'on n'en fait pas assez et qu'il faudrait se dire, ok, on n'a pas réussi, il y a des erreurs, on veut fabriquer une voiture pour les jeunes, et en fait, c'est les sexagénaires qui l'achètent. Bon, c'est bizarre, je me suis complètement trompé d'analyse. C'était pas l'outil qui est à jeter, c'était l'outil qui reste à améliorer. Et est-ce que les puissances de calcul, est-ce que l'intensification d'une recherche mathématique en marketing permettrait pas de mieux capter, mieux comprendre en profondeur les attentes? Non, je pense pas. En fait, je pense que c'est même pas parce qu'on n'en a pas fait assez, c'est parce qu'on en a fait trop. Et je pense que le marketing se plante autant dans son dévoiement aux USA qu'en France. Il y a une étude qui était intéressante et qui avait été publiée dans la revue française de marketing par Andréani, qui montrait que grosso modo 90 à 95% des nouveaux produits conduisent à l'échec, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Donc le fait de faire du quanti à gogo comme aux États-Unis parce qu'ils ne voient que par le quanti, ou de faire du quali en France parce qu'on nous voit beaucoup plus par le quali, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de croire que le consommateur peut se mettre dans des équations et finalement de considérer ses clients comme une suite de chiffres. Et bien souvent, d'ailleurs, on le considère comme une suite de chiffres que si on peut mettre au bout les chiffres de la carte de crédit. Donc, c'est pas ça qu'est un consommateur. C'est quelqu'un qui vit. Et tant qu'on ne prend pas cette dimension humaine en compte, on va se dire, je le sonde, j'ai vu que dans son inconscient, il avait envie de ceci, de cela, etc. Et je vais lui faire ça. Et puis on va essayer d'en faire des tonnes. Je dis bien des tonnes, des centaines. Pourquoi? Parce que chacun veut avoir son petit produit qui réponde bien aux petites attentes, et si possible aux attentes qui vont permettre de gagner énormément d'argent, la fameuse killing application, etc. Donc résultat, il y a 20 ans, grosso modo, les parfumeurs français sortaient une vingtaine de parfums. Il y a 2 ans, ils ont sorti plus de 400 parfums dans l'année. Quelque part, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, de différent dans ces 400 parfums par rapport à ceux de l'année précédente, et qu'est-ce qu'il y a de différent entre eux? Rien. On peut pas. On peut pas. Même si on applique toutes les règles du marketing jusqu'au bout, ça ne peut pas fonctionner, parce que ça devient un délire complet. Et donc, peut-être qu'il faut se poser d'autres questions. Aujourd'hui, il y a un fabricant de cosmétiques qui est en train de vendre toute sa gamme à 1 euro. S'il peut le faire, pourquoi les autres ne font pas? On peut se poser des tas de questions, qu'est-ce qu'on achète en plus, etc. Et à partir de là, on se retrouve face à un consommateur qui se dit, finalement, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça? Et le dialogue est complètement rompu. Peut-être qu'on peut essayer de retrouver d'autres systèmes pour se dire, j'ai en face de moi un être humain, ben je discute comme un être humain. Alors, tu donnes une définition dans le début de ton livre sur le rôle du marketing. À quoi ça sert le marketing? Tu dis c'est influencer les consommateurs par une offre perçue comme durablement supérieure à celle de la concurrence. Alors, influencer le consommateur, ça veut dire, c'est à peu près l'inverse de percevoir quelles sont ses attentes profondes. C'est-à-dire que c'est moi qui vais lui dire qu'est-ce qu'il veut. Alors, c'est une définition que j'ai reprise du marketing traditionnel. Non, parce qu'en fait, la démarche du marketing a toujours été d'aller essayer de comprendre ce que veulent les gens, pour le repackager et de lui revendre. Bon. C'est les livres de Ruth Dichter, de Ioannis, où on va étudier les motivations, etc. etc. Puis on package et on offre aux consommateurs.
Donc, Quand ça tu dis en package, excuse-moi, c'est j'habille quelque chose qui n'est pas vraiment quelque chose qui répond, mais je vais essayer de faire en sorte que Non, ça lui donne. répond, ça répond. Bon. C'est pas donc uniquement le packaging, c'est que je vais concevoir le Non, produit qui répond. je fais un paquet complet, c'est pas D'accord, uniquement oui. du packaging. Oui. C'est, je construis une offre qui correspond. Qui correspond, d'accord. Le problème, c'est que si je peux construire une offre parmi 4-5, construire une offre parmi 200 et faisant en sorte que sans arrêt ça soit différent, arrive un moment où ça bute. Et ça bute aussi parce qu'aujourd'hui, soyons clairs, on est tous consommateurs. Bon, des produits en magasin qui correspondent à ce dont on a besoin, il y en a des tonnes, et puis des produits qui correspondent à aucun besoin dont on n'a pas, parce que de toute façon on a déjà bien assez de choses, il y en a encore plus. Bien sûr. Donc, quand on va nous demander, et c'est ça pourquoi le marketing de la demande ne peut plus vraiment fonctionner, si on nous demande ce qu'on veut de nouveau, ah, stop, j'en ai bien assez déjà. Attends, j'ai des téléphones portables, je sais même pas faire toutes les fonctions qu'ils ont, et on veut me rajouter des tas de trucs dessus, etc. etc., etc. J'ai par la force des choses un téléphone qui me fait à la fois appareil photo, qui me fait à la fois de la musique, etc., que je n'utilise que pour téléphoner, parce que de toute façon c'est ce dont je voulais. Mais je ne peux pas acheter moins. Donc, arrive un moment où les gens n'ont plus d'attente, sont déjà quasiment en overdose, et c'est pour ça qu'on ne peut pas leur demander autre chose. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Mais à l'inverse, on fabrique un téléphone qui permet de faire des SMS. Personne n'avait demandé à faire des SMS, du moins pas les gens dans la cible des fabricants de téléphones. Et il y a maintenant des milliards de jeunes qui échangent des SMS toute la journée. Oui, alors les SMS en fait, c'est pas du tout un choix marketing le SMS, c'était simplement une réalité, puisque il avait été prévu, comme le télétexte à la télévision, la possibilité de passer des lignes de code. Bon. Et ces lignes de code qui pouvaient servir dans le cas d'urgence, qui pouvaient servir pour certains problèmes, qui permettaient aussi de lier avec les pagers, puisqu'aux USA, ils ont encore, au début du téléphone mobile, ils étaient encore beaucoup sur les pagers. De même qu'à la télévision, les lignes de code complémentaires, c'était simplement au début pour synchroniser les couleurs. Après, on les a utilisées pour autre chose, mais jamais un ingénieur, quand les SMS ont décollé, n'aurait pensé que ça pouvait avoir un intérêt. Pour eux, ils ne pensaient qu'à passer de la vidéo sur les téléphones. Jamais les marketeurs ne s'y sont intéressés. Donc, en fait, c'est un produit qui est arrivé sur le marché, une fonction qui est arrivée sur le marché, sans avoir réellement de finalité. Et ce sont les gars qui se sont pris parce qu'eux, ils avaient besoin d'un outil de communication qui ne soit pas un outil de communication nécessairement interactif. Le problème du téléphone, c'est qu'il ne soit pas synchrone. Il fallait pas forcément qu'il soit synchrone. Et surtout, il fallait qu'il soit pas cher. Qu'il soit pas cher. Pour des questions de budget. Et je pense que c'est là que, parce que je pense que les jeunes, ils leur parler dans les téléphones, et je pense que souvent ils font des SMS parce que ça coûte beaucoup moins cher que le téléphone. Alors, ça coûte moins cher, c'est moins intrusif. En plus, on peut se passer des SMS d'une salle de classe, c'est quand même dur de se téléphoner, etc. etc. Donc voilà un produit, un service qui n'était pas conçu pour ça, qui finalement fonctionne très bien, rencontre un énorme succès imprévu. C'est un exemple parmi des milliers d'autres d'échecs inexpliqués ou de succès inattendu. C'est le post-it qui était une colle ratée, qui est ressorti pour faire finalement un produit qui a un usage auquel personne pensait, ça remplace les petits bouts de papier, sauf que là ils peuvent se coller, se décoller, se recoller. Bon, il y a des tonnes de... Est-ce qu'on n'a pas quand même aussi un marketing qui s'est développé beaucoup sur des cibles à vrai pouvoir d'achat et ce marketing, est-ce qu'il ne va pas devoir faire une révolution d'une civilisation occidentale qui va accéder à un mode de la pénurie? C'est-à-dire que le pouvoir d'achat se rétrécit. Est-ce qu'on n'est pas de plus en plus dirigé par le prix bas des produits et des services? De toute façon, il y a déjà deux choses qui sont à prendre en compte. La première, c'est que, imaginons que le pouvoir d'achat n'ait pas baissé. Imaginons. Il faut bien que je paye mon abonnement de mon téléphone mobile, il faut bien que je paye mon abonnement Internet, etc. Plus éventuellement quand même l'ordinateur qui va avec, et ça peut quand même servir. Donc, j'ai besoin de placer plus de choses dans un portefeuille qui n'a pas grandi.
mais j'ai peut-être moins d'abonnements à la presse parce que je vais lire sur Internet, je vais avoir moins de consommation d'essence parce que je vais acheter sans me déplacer, je vais éviter les déplacements parce que je vais pouvoir faire des échanges avec des webcams. Donc c'est pas forcément en plus d'eux, ça peut aussi être un peu à la place d'eux. Ça peut être à la place d'eux, mais en fait, ce qu'on s'aperçoit avec les arbitrages ne se passe pas comme ça. Les arbitrages se passent que les gens vont acheter des produits en grande surface qui sont des premiers prix. Ils vont utiliser les services low cost. Donc, ils ne vont pas supprimer en effet un certain nombre de choses. La presse, de toute façon, n'avait pas tellement diminué. Et la raison de diminution de la presse date d'avant. En fait, on s'aperçoit même qu'Internet aujourd'hui nuit plus à la télévision qu'à la presse. Puisqu'on a la même lecture sur la presse et sur l'ordinateur. On a beaucoup d'informations et on choisit. Dans un quotidien, Le Monde, Le Figaro, Libération, on a beaucoup plus d'informations qu'on en lit, exactement comme sur le web, alors que la télévision, bon, on n'a qu'un flux unique. Donc, mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on n'a pas l'impression que le marketing ait intégré la fracture sociale. Ah, le marketing l'a strictement pas intégré. Je disais récemment dans un post qu'il faudrait mettre un gros insight avant tous les positionnements de produits, c'est aujourd'hui le pouvoir d'achat a baissé. On fait comme s'il était totalement identique. Or, il y a ces nouveaux arbitrages, il y a la chute du pouvoir d'achat, et il y a un phénomène social qui est en train de se développer en France, qui est assez intéressant et assez paniquant en soi. C'est que, grosso modo, tous les pays civilisés se sont développés lorsque une classe intermédiaire s'est développée. On a toujours eu des riches et des très pauvres. Et finalement, tous les pays civilisés sont développés en construisant une classe intermédiaire. C'est ce qu'a fait notamment la Corée, par exemple. Ce dont est relativement incapable aujourd'hui encore la Chine. La classe intermédiaire ne se développe pas de la même façon. Aujourd'hui, on s'aperçoit en France qu'on est en train la classe intermédiaire est en train de disparaître. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une civilisation avec des gens très riches, mais le pouvoir d'achat tire les classes intermédiaires vers le bas. Ce qui fait que les riches, avec qui on vendait des produits identitaires, sont toujours là, mais que ceux qui sont juste derrière et qui avaient quand même la possibilité, parce qu'on ne va quand même pas vendre des BM uniquement à des Epifew, c'est pas des Rolls. Ben, ceux qui sont derrière pour assumer, il y en a de moins en moins. Ouais. Et donc, du coup, ces gens-là, mais ils commencent à recoller et aller chercher des produits moins chers. Alors, oui, donc c'est la régression de la classe moyenne qui, d'ailleurs, quand un pays se développe, on voit ça se traduit par l'apparition d'une classe moyenne, et quand un pays régresse, c'est la résorption de cette classe moyenne. Alors, on parle aussi de marketing. Dans marketing, il y a marché, il y a market, il y a marque. Est-ce que marketing is dead, ça ne veut pas dire disparition des marques, avec l'enjeu pour les entreprises, c'est justement de maintenir la force de séduction et de fidélisation des marques. Est-ce que c'est pas là que se situe l'enjeu? Alors, déjà quand je disais marketing is dead, c'est plutôt il va mourir si on continue à le faire comme on fait, parce que les marketeurs aujourd'hui sont souvent leurs meilleurs fossoyeurs. Si il se réforme, je pense qu'il a encore quelques beaux jours devant lui. La notion de marque, par contre, la notion de marque, je pense que en fait, il y a une évolution. Il y a un siècle, la notion de marque n'existait pas. Il y avait des gens qui faisaient des choses et ils avaient une réputation. Pourquoi on parlait de réputation? Parce qu'il y avait un lien direct entre le producteur et le consommateur. Après, lorsqu'il y a eu cette distance, c'est là que sont apparues les marques, les premières, donc Savon Ivory, Procter & Gamble, etc. Aujourd'hui, en fait, je pense que les gens redécouvrent quelle est la personne, quelle est la société qui a construit le produit derrière sa marque. Donc on revient ou se juxtapose par rapport à la notion d'image de marque une notion de réputation. On en arrive à quoi? On en arrive à des marques qui sont finalement la caution de produits et qui sont toutes identiques en habile entre une Clio, une Corsa, une Fiesta, etc. Franchement, la différence, elle est quand même ténue. Et puis une notion de réputation qui fait qu'on est sensible aux gens qui construisent derrière et qu'on se dit que derrière une Clio, il y a Ghosn qui est en train de essayer de diminuer énormément le personnel en France et les salariés qui se suicident au technocentre.
ça change les choses derrière. Que derrière Nike, il y a des gamins en Chine qui triment comme des fous, etc. etc., etc. Mais est-ce que ça, c'est pas là, valable davantage pour un univers comme la voiture, qui est quelque chose de très affectif, mais est-ce que, justement, la plus grosse attaque pour le capital de confiance des marques n'a pas été les marques de distributeurs, qui ont relégué au deuxième plan les marques de fabricants, en disant j'achète la marque X ou Y, mais c'est une marque de distribution, voire même parfois on se dit mais tiens, le produit de la marque de distributeur, est-ce qu'il n'est pas aussi fabriqué par le distributeur? Donc est-ce que le distributeur n'est pas fabricant par hasard? Je pense qu'il y a un doute qui est très, très présent maintenant dans l'esprit des consommateurs. Et puis enfin, sur Internet, avec l'élargissement de l'offre aux pays européens, on voit arriver tout un tas de marques inconnues pour des produits qu'on va juger sur les commentaires des acheteurs précédents, le nombre d'étoiles dans les comparatifs, etc., etc. Est-ce que finalement on va acheter une marque dont le nom a une consonance allemande ou norvégienne, etc., qu'on ne connaît pas, le produit il a l'air à peu près conforme, et pour l'usage que j'en ai, ça va bien suffire pour plus que ça soit moitié prix par rapport à la marque que je connais, qui est peut-être française et encore on n'en sait rien. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement une substance qui a complètement ou presque complètement disparu des marques, contrairement à ce qu'on dit? Si, plusieurs choses. Alors, déjà, c'est amusant parce que la notion de réputation aussi, il y a un phénomène d'actualité très intéressant, c'est l'article de 60 millions de consommateurs sur les marques qui augmentent leur prix, non pas en augmentant le prix facial, mais en diminuant la quantité. Je pense que les gens, quand ils vont se retrouver dans les rayons, vont regarder différemment ces produits et que la réputation, déjà, c'est pas mal amoindri avec ça. À partir de là, les gens ne sont pas bêtes, ils le savent que de toute façon, c'est pas. Il y a un doute que les produits de distributeurs sont fabriqués par les mêmes fabricants. Ils le sont depuis le début, puisque les premiers produits, et ce qui avait valu à ces gars-là des animosités et même des pertes de certains de ses budgets, quand il avait fait justement les premières campagnes pour les produits libres, parce que un de ses clients lui a dit, maintenant vous faites la promotion de produits concurrents, mais c'est vous qui les fabriquez, malgré tout. Donc quelque part, et puis les gens le voient bien en termes de qualité, ou du moins en termes de qualité perçue. Bon, en termes de qualité perçue, et surtout en termes de différentiel de qualité perçue, est-ce que la différence de prix vaut la peine? On arrive vraiment à une société où pas mal de choses sont uniformisées. De toute façon, j'ai passé des années dans une société qui fabriquait des téléviseurs. Les écrans sortent des mêmes usines en Chine, parce qu'il y a que là-bas qu'on fabrique des dalles de LCD de plasma. Elles sortent de partout les mêmes, en Chine et en Corée. Donc de toute façon, c'est les mêmes composants, c'est les mêmes choses qui sont dedans. Après, c'est les mêmes assemblages. Et même l'iPod, il est fabriqué dans les mêmes usines en Chine. Et in fine, à partir des mêmes composants. Donc arrive un moment où les gens se disent de toute façon, il faut bien que je fasse des arbitrages. Et ils les font d'autant plus facilement, ces arbitrages, qu'ils sont éduqués, qu'ils ont compris, qu'ils ont lu sur des blogs, qu'ils ont lu sur des journaux, qu'ils ont vu à la télévision, de toute façon. On leur explique dans Capital, dans des tas de journaux, c'est pas simplement les magazines consuméristes qui leur expliquent. Donc, plus ils sont éduqués, plus ils le comprennent, et comme ils sont fabriqués par la crise et que leur pouvoir d'achat diminue, ils font d'autant plus facilement les choix pour préserver leur réalité. Mais à côté de ça, il y a quand même toujours l'aspect signe tribal. J'ai un BlackBerry, je suis un cadre supérieur, ça veut dire que ça fonctionne, même dans les couches les plus aisées de la population. On a toujours le mode de fonctionnement en disant j'achète un produit, quelque part j'ai bien conscience que c'est peu ou prou le même produit, même s'il y a quand même des différences, qu'il y a des avancées, des innovations, et je pense que là, le rôle de l'innovation fait beaucoup dans l'image de la marque, et dans l'attachement durable des consommateurs à cette marque, quel que soit leur niveau. Mais on voit bien que d'un côté je le sais, et de l'autre côté, mon instinct, mon envie, ma soif d'appartenir ou d'être reconnu, va faire que je vais quand même acheter. Oui, alors, plusieurs choses. Bon, la première déjà, je ne suis pas sûr que tous les cadres qui se baladent avec BlackBerry, ils dépensent beaucoup personnellement dessus. C'est l'entreprise qui paye, première chose. Deuxième chose,
J'ai parlé tout à l'heure de civilisation 2.0. Non pas pour dire que c'est la civilisation qui est sur le web 2.0, mais on change de civilisation et de paradigme de civilisation. Cela étant, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il y a actuellement 2 civilisations qui se chevauchent. Et quelque part, il y a encore la place pour des gens qui sont pour de la communication identitaire. Et puis il y en a d'autres qui sont de moins en moins pour ce système de communication, de marketing. Simplement, savoir si on prend le pari sur le futur ou sur le présent. Il est clair qu'aujourd'hui, lorsqu'on travaille réellement sur du collaboratif, je pense à des sites comme La Fraise qui produisaient des t-shirts sur Internet en demandant aux gens d'envoyer les dessins et de voter, etc. Et encore aujourd'hui un marché de niche. Bon. Mais qui se développe. Oui. Avec les contraintes liées aux contraintes de fabrication. Tout à fait. Le fait d'avoir sa BlackBerry, c'est un marché qui est quand même large aujourd'hui. De point de vue identitaire, je ne parle pas d'un point de vue fonctionnel, parce qu'il n'y a pas sans faire, dans 2 ans, de toute façon, tous ces produits sont des produits mainstream, parce que ça va extrêmement vite au niveau de la téléphonie. Mais le fait d'avoir des produits identitaires, c'est un marché qui est encore suffisamment large, mais qui va, petit à petit, va se modifier. Ce qui est amusant, c'est le luxe. J'ai fait une étude récemment avec une société qui s'appelle AMI. On a fait une étude sur le luxe pour savoir ce que les gens en pensaient dans les blogs, les citoyens de base, pas les grands blogueurs, etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'au-delà des clichés, le véritable luxe, les gens, c'est un moment privilégié et personnel de vie. C'est une expérience unique et personnelle. Et quelque part, le luxe, pour les gens, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, parce que c'est vécu personnellement. Et donc tout le paradoxe des produits de luxe, du haut de gamme, de l'identitaire, etc., c'est de vouloir mettre un prix à quelque chose qui n'en a pas. Donc, je pense que cet aspect de vie personnelle du luxe et de vie personnelle en soi se développe énormément, et que ce qui aujourd'hui est quelque chose qui est un bon marché, va devenir un marché de plus en plus étroit. Alors toi, tu fais beaucoup référence à des notions d'éthique, de conversation, d'échange. Est-ce que, comme tu le dis, on est dans une phase actuellement transitoire et c'est en train de se mettre en place, c'est-à-dire de rentrer dans les mœurs des gens de marketing et des décideurs des entreprises, ou est-ce que c'est un souhait, un rêve, une utopie, et ça ne se produira pas parce qu'aux manettes, on a quand même des financiers qui vont, avant tout en période de difficulté telle qu'on la connaît actuellement, travailler sur les prix de revient et sur l'abaissement des coûts, quitte à sacrifier du service, du plaisir et de l'image. Mais je pense que le fait de changer de philosophie n'est pas forcément générateur de coûts. De toute façon, je ne sais pas si les financiers vont rester encore longtemps, de la même façon au niveau des directions des entreprises. Actuellement, le tout financier est quand même en train de battre un peu de l'aile, j'ai l'impression. Quoi qu'il en soit, il y a quand même un certain nombre de gens qui font des essais pour aller dans le bon sens et d'apporter des services, d'aller au-devant des attentes des consommateurs. Generali, par exemple, de manière que ce ne sont pas des gens qui connaissent bien la finance, c'est les assureurs. Ouais. Donc, par essence, ce sont des financiers. Ils viennent de lancer une grande plateforme où les gens peuvent dialoguer entre eux, échanger, avoir des idées, voter pour leurs idées, et ils les aident à les concrétiser. Bon, tout ça, ça fait quoi? Ça fait un rapprochement dans le tissu social, et la marque, la société, l'institution Generali est présente dedans. Ils ne sont pas les seuls à faire ce genre de démarche. La RATP est obligée de faire un site où les gens peuvent donner leurs avis et eux ils doivent répondre. Je crois que tout le monde à un moment donné est obligé de commencer à remettre du dialogue parce que si on ne le fait pas, les autres le font. Oui, mais on a aussi en parallèle des grands mouvements de réduction de coûts. On parlait de Renault tout à l'heure,
La nouvelle Mégane est annoncée comme, en dépit de l'augmentation du prix des métaux, en dépit des augmentations de coûts associés à la fabrication, elle va sortir la nouvelle Mégane qui sera beaucoup plus qualité, résistance, sécurité. Elle va être produite pour 30% moins cher. On se demande comment c'est possible. Ça veut dire que quelque part, il y a quand même des acheteurs qui ont réduit la voilure. Bon. On voit aussi les opérateurs de téléphonie mobile. On voit bien que le succès, ça a été de facturer des minutes d'attente à écouter les 4 saisons, que ça a été le fait de mettre trop peu de monde pour répondre aux appels téléphoniques des consommateurs en détresse, et que tout ça, ça a été de l'économie, quitte à s'aborder son image, et que malgré tout, au bout du bout, ça fait quand même des entreprises florissantes qui se portent très bien. Donc si la satisfaction du consommateur était génératrice de marque, de qualité, etc., de profit, ça se ferait. Alors il y a des contre-exemples. On voit que la nouvelle direction de SFR vient d'annoncer qu'ils allaient garantir l'intervention des techniciens sur leur box en 48 heures. On voit qu'on ne devient pas leader durablement sur un marché sans gommer les motifs d'insatisfaction profonds. Mais quand même, ça dure longtemps pour en arriver là. Alors, de toute façon, de réduire le service, de réduire les qualités pour diminuer les coûts, de toute façon, c'est un cercle vicieux. Parce que les coûts vont diminuer, mais les concurrents aussi, les prix vont baisser, etc., etc., etc. De toute façon, dans l'automobile, en plus, les coûts, vu l'électronique embarquée qu'il y a dedans, et vu la baisse des coûts d'électronique, c'est normal que ça baisse beaucoup. Il y a énormément aussi d'ailleurs de gens qui commencent à se rebeller contre la complexité de l'automobile, puisque plus de la moitié de la voiture, c'est l'électronique, et les gens ne voient pas l'intérêt. On devient la nostalgie, sa bonne vieille de chevaux, qui était quand même beaucoup plus simple à démarrer. Et à réparer. Et à réparer. Il faut quand même savoir, on parlait de la Mégane, pour changer un phare sur une Mégane, on va chez un concessionnaire, et le concessionnaire vous dit qu'il faut démonter le pare-choc avant, et donc ça prend 1 heure de manœuvre et ça vous coûte 150 € pour changer un phare, une ampoule. Ouais. Alors, il y a normalement la possibilité, heureusement il y a aussi des garagistes qui ne sont pas dans le réseau, qui sont capables de la changer correctement, mais de vouloir tout compacter dans tous les sens, ça arrive des moments où ça a des limites. On va certainement arriver de toute façon à ce qu'il y aura des gens qui produiront en masse des choses à faible valeur ajoutée, et je pense que Ghosn est bien parti dans cette direction-là. Et puis il y a des gens qui laisseront complètement l'aspect production de masse, parce que de toute façon il n'y a plus rien d'intérêt, et qui amèneront le service ailleurs. Mais globalement, je pense malgré tout que plus on amènera de service, plus on aura des chances de faire de la valeur ajoutée. De toute façon, on parlait par exemple des échanges, des possibilités. On peut soit répondre directement, ou si ce n'est pas, on peut aussi favoriser les échanges entre les gens pour apporter des réponses. Tout n'est pas forcément dans « on me sollicite et je réponds ». Si on se met dans un dialogue constructif avec les consommateurs, on va s'apercevoir qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et que ce consommateur, il a des besoins connexes à satisfaire et qu'on va pouvoir développer des services complémentaires et lui apporter davantage de satisfaction. Mais est-ce qu'on peut dire que globalement, on est dans une démarche vertueuse qui est en train de s'enclencher grâce au web? Est-ce qu'un des enjeux pour le consommateur, c'est de faire masse et de faire peser ce qu'il représente de manière globale en disant grâce au web, on va pouvoir parler à 150 000 face à un constructeur ou face à un groupe de constructeurs pour obtenir la meilleure offre et la meilleure solution. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu entrevois pour être prochainement disponible et existant ou pas? Je pense que il faut masse. La seule différence, c'est que la masse se fait de façon tout à fait spontanée et informelle. Avant, pour faire masse, aux USA, on faisait des class actions. Aujourd'hui,
on peut faire masse sur le net de façon très simple. Quand même une anecdote. L'action de Dell il y a 2-3 ans a chuté de plus de 30%. Tout ça n'est dû qu'à un blogueur qui avait envoyé une lettre ouverte à Michael Dell. Bon. Et c'est les analystes financiers qui l'ont dit. Les consommateurs peuvent s'organiser de façon informelle. Il y a par exemple, dans l'édition musicale, une société qui vient de s'appeler, qui s'appelle No Major Company. C'est quoi? Ce sont des internautes qui s'organisent entre eux pour mettre chacun un petit peu d'argent pour produire de nouveaux artistes. Alors, on peut se dire, est-ce que c'est un nouveau système de capitalisme? Globalement, je ne crois pas trop que les internautes qui vont mettre de l'argent dessus vont avoir un retour gigantesque. Je pense qu'ils rentreront bonhomme à l'an dans leur fonds. Je pense peut-être de temps en temps qu'ils font fortune s'il y a des artistes qui percent de façon extraordinaire, mais globalement, je crois que c'est la fait de participer et d'élaborer de nouveaux systèmes. Bon. La société qui s'appelle No Major Company, qui lance le système, il y en a une autre d'ailleurs qui s'appelle My Major Company, c'est amusant, ils sont plusieurs sur le créneau. Je ne sais pas s'ils feront fortune non plus à cela. De toute façon, ils ne seront jamais des géants de la finance comme l'était Universal ou d'autres. Je pense simplement qu'on va revenir vers des sociétés certainement à taille moyenne, où, indépendamment de faire beaucoup de marge ou des profits gigantesques, les gens auront du plaisir à travailler. Est-ce qu'on peut imaginer à ce moment-là, si on dit on se met ensemble, les consommateurs se regroupent et définissent des produits, est-ce qu'on ne va pas de ce fait-là vers la disparition de la marque? Peut-être, du moins disparition de certaines marques. Il resterait le produit. Il resterait le produit, enfin, la marque restera en tant qu'identifiant d'un produit, mais elle se ressourcera sur ses valeurs initiales, qui étaient de désigner le produit, de nommer. On a besoin de nommer les choses. Tu as tes lunettes à la main, tu as besoin de dire que c'est des lunettes et que c'est pas un bol à raser. Bon, oui. On a besoin de nommer les choses. Oui, mais c'est le nom du produit. Oui. Bon, ces lunettes n'ont pas de marque que je connaisse. Et ça ne me gêne pas. Elles correspondent à mon besoin et c'est tout ce que je leur demande. Et je les ai achetées pour leur qualité intrinsèque. Et probablement, les choix qui se font sur Internet entre des marques qu'on ne connaît pas et des marques qu'on connaît vont se faire parce qu'il sera d'autant plus facile d'aller assez en profondeur sur les caractéristiques d'un produit et ses qualités d'usage, et que la marque va avoir du mal à générer de la valeur ajoutée, en dehors peut-être sur les produits très nettement affectifs ou de reconnaissance sociale, en quelque sorte. Donc l'enjeu des marques de luxe ou pas de luxe, ça va être justement de faire payer la marque, comme on dit. Je paye la marque parce qu'elle vaut. Alors elle valait parfois par la qualité du produit qu'elle signifiait, ou par le supplément de service qu'elle apportait, ou son innovation. Depuis un certain nombre d'années, la marque, elle vaut par sa capacité de reconnaissance sociale. J'achète la marque, elle est supposée au niveau marketing me différencier ou me permettre d'appartenir à une tribu plutôt qu'à une autre. Mais ça, effectivement, ça peut être mis à mal par un web 2.0 efficace où le consommateur définit ses produits et du coup, ça devrait être la marque du groupe de consommateurs plus que la marque de l'entreprise. Oui. Dans ce que je donnais comme exemple sur la musique, finalement les consommateurs, l'avantage qu'ils vont en tirer, c'est de dire regarde cet artiste-là qui passe à la télévision, c'est moi quelque part qui l'ai créé. Et on peut imaginer les consommateurs qui disent regarde ce produit-là, je l'achète parce que c'est moi ou c'est mon copain qui l'a créé, et donc il y a un côté affectif. C'est certain qu'il y a tout un aspect virtuel de la marque qui va disparaître. Ce qui est très amusant, c'est qu'on a tendance, lorsqu'on parle du web et du web 2.0, à parler de virtualité, de virtuel. Mais en fait, on retourne vers des valeurs concrètes et que finalement, c'est plutôt la société d'avant le web qui était virtuelle. Sur les marques, la spéculation financière, quand même, 95% des transactions sont purement sur des choses virtuelles et pas sur des réalités industrielles, etc. Quelque part, c'est plutôt un espèce de retour au bon sens, quoi. Simplement, les gens... Un exemple qui est assez marquant, c'est les marques Asus et Acer. Le consommateur s'est senti un beau jour floué en disant je croyais que j'achetais du HP ou d'IBM, etc. Et je découvre tout d'un coup que celui qui fabriquait vraiment mon produit et qui l'assemblait et qui le concevait, etc.,
Ben, c'était pas cela, c'était des entreprises coréennes que je connaissais pas, qui s'appelaient Asus, Acer et compagnie. Puis un beau jour, quand ces entreprises ont dit, ben voilà, maintenant on a acquis suffisamment de savoir-faire, etc., ben on va commercialiser sous notre propre marque, et sachez qu'aujourd'hui, ben, il y a 30% de la production mondiale qui sort déjà de chez nous. Tout à fait, Asus est taïwanais. Asus a lancé récemment un petit PC qui vaut 300 €, qui n'a pas de disque dur mais qui a une carte mémoire quand même nettement suffisante, qui a l'avantage de faire 900 grammes, donc être un des plus ultra portables des ultra portables. Et j'ai fait une étude au travers de ce qu'on disait des blogueurs, qui étaient plutôt des geeks quand le produit s'est lancé. Et c'était très amusant parce que c'était, oui, c'est vraiment un produit extraordinaire, ça correspond aux besoins, c'est ce qu'ils appelaient une blog machine qui leur permettait de tenir leur blog où qu'ils soient dans le monde, etc., même en voyage dans le train, à grande vitesse. Et puis, ils parlaient aussi de deux autres sociétés. Ils comparaient avec le MacBook Air. Et c'était, si vous n'avez pas envie de vous faire arnaquer, acheter un produit qui vaut 2 fois moins cher qu'il n'est vendu, n'achetez pas le MacBook Air. Donc la réalité par rapport à l'image. Et l'autre marque qui s'est fait complètement estropier, c'était SFR. Parce que SFR le vendait en bundle avec une clé 3G. Et comme ils jouaient aussi le rôle d'importateur, ils n'avaient pas suffisamment approvisionné les autres boutiques, notamment la Fnac, Surcouf, etc. Et ils se sont pris des diatribes sur la toile qui étaient certainement n'a pas dû arranger leur réputation. Donc on voit bien qu'il y a l'habillage marketing d'un produit que j'ai acheté, sur lequel j'ai collé mon étiquette, et puis surtout j'ai beaucoup communiqué. Ça, c'est devenu risqué à l'ère du Web 2.0, où les consommateurs échangent, parlent, référencent, commentent, notent, évaluent. Et donc il y a vraiment un enjeu pour les marques à ce niveau-là. Donc on peut être finalement optimiste pour les vraies marques, les fabricants qui fabriquent des bons produits, etc., et qui sont à l'écoute, et inquiets ou peut-être satisfaits de voir qu'un certain ménage risque d'être fait grâce à la prise de pouvoir du consommateur. Oui, moi je serais plutôt satisfait qu'il y ait un effet interménage qui se fasse, parce qu'il y a des abus, des choses qui étaient complètement même inadmissibles. On est tous aussi consommateurs de l'autre côté. Il y a des choses qu'on veut faire passer et que soi-même on n'accepterait pas. On ne peut pas être schizophrène toute sa vie, et quelque part aujourd'hui, l'évolution des choses me remet plus en accord avec moi-même à ce niveau-là. Donc l'intelligence collective, c'est bien la conclusion en même temps que le sous-titre du livre, c'est que le consommateur va agir intelligemment parce qu'il sera plus fort tous ensemble, en fait, c'est un peu ça. Exactement, c'est à la fois le sous-titre, mais aussi le départ d'une nouvelle aventure que j'imagine assez sympathique. Merci François, et merci encore pour cherclient.tv qui sera content de te recevoir lors d'un prochain livre encore, j'imagine. Merci, je pense que quand même je vais prendre le temps de souffler après celui-là, et j'ai pas mal de choses à construire et à évangéliser, je crois, aujourd'hui sur ce nouveau thème. Merci, à bientôt. Merci.